28 janvier 2024 à Jérusalem. Israël est en guerre à Gaza depuis 4 mois. 5000 Israéliens, essentiellement des colons de Cisjordanie, sont réunis pour une grande conférence. À la tribune, plusieurs membres du gouvernement. Les deux principales figures s'appellent Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, et Bezalel Smotrich, ministre des Finances. L'objet de la conférence, appelé à recoloniser Gaza, près de 20 ans après qu'Israël a évacué ce territoire. Bonsoir. Sans colonisation, il n'y a pas de sécurité. Et sans sécurité autour d'Israël, il n'y a pas de sécurité dans tout Israël. Il y a seulement 3 ans, je disais pour la énième fois que nous devons conquérir à nouveau Gaza. Avec l'aide de Dieu, le peuple éternel gagnera. Allons-y, prenons-en possession et nous en sortirons vainqueurs. Il faut les encourager à partir. Il est temps de rentrer à la maison et d'accomplir ce que notre Torah dit. Vous conquérerez ainsi le pays et vous vous y établirez. C'est à nous depuis toujours. Mort aux terroristes, tout le monde! Ces élus de l'extrême droite religieuse sont arrivés au pouvoir début 2023. Benyamin Netanyahou a fait alliance avec eux pour revenir à la tête de l'État. Alors que les missiles pleuvent dans le ciel du Moyen-Orient, ils dansent. Ils sont messianiques, racistes. Ces gens-là sont des criminels qui ont été surveillés par les forces sécuritaires à cause de leurs actions contre l'État. Ils veulent que l'État d'Israël annexe tous les territoires occupés. Et pour y parvenir, ils veulent expulser tous les Arabes. Le Grand Israël, une annexion, quoi qu'il en coûte. Bien qu'ils représentent à peine plus de 10% de l'électorat, leur influence est devenue majeure. Si Netanyahou les lâche, ils font tomber son gouvernement. Si Netanyahou les laisse faire, ils imposent leur agenda. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Enquête sur ces ministres du chaos, contre qui de nombreux Israéliens s'élèvent. Décembre 2022. La photo officielle du gouvernement sacre le retour de Benyamin Netanyahou au pouvoir après 1 an et demi dans l'opposition. Il s'appuie sur la coalition la plus à droite de l'histoire du pays, composée de son propre parti, le Likoud, et de plusieurs partis religieux et d'extrême droite. 2 visages incarnent ce virage radical. Bezalel Smotrich, ministre des Finances, patron du parti sioniste religieux, et Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, qui dirige le parti suprémaciste juif, Force juive. Dans la foulée, la coalition annonce une réforme judiciaire qui va mettre le feu aux poudres. Le ministre de la Justice a tenu un discours stupéfiant qui a sonné comme un avertissement. Il a dit: nous allons changer le statut des conseillers juridiques du gouvernement. Nous allons prendre le contrôle sur la Cour suprême. Nous allons prendre le contrôle sur le procureur général. Et il a terminé ce terrible discours par ces mots: ce n'est que le début. Pendant des mois, des millions d'Israéliens progressistes descendent dans les rues pour s'élever contre ce qu'ils qualifient de coup d'État. La Cour suprême est le principal contre-pouvoir au gouvernement et au Parlement. L'opposition accuse Benyamin Netanyahou d'avoir concédé à l'aile la plus radicale de sa coalition cette réforme qu'il a longtemps rejetée. Lui-même poursuivi pour corruption et abus de confiance depuis plusieurs années,
il est soupçonné de tenter d'échapper, de cette façon, aux poursuites judiciaires qui le concernent. La figure de proue du mouvement de contestation s'appelle Chikma Bressler. Cette docteure en physique nucléaire, novice en politique, établit un lien direct entre la réforme judiciaire et la présence de l'extrême droite dans la coalition. Chacun de nous a le pouvoir de freiner la dictature. Si nous sommes des centaines de milliers, nous garantirons qu'Israël restera une démocratie. Il faut comprendre que cette réforme judiciaire s'appuie sur le mouvement raciste et fasciste de Ben Gvir et Smotrich. Des gens qui se considèrent comme supérieurs parce qu'ils sont juifs, supérieurs aux autres juifs moins pratiquants et supérieurs aux non-juifs. C'est lié directement à leur volonté d'occuper l'ensemble de la terre d'Israël biblique et d'imposer une politique qui n'est pas démocratique à la population arabe et palestinienne. Cette crise révèle une fracture profonde de la société israélienne. À l'opposé, le camp de la droite radicale mobilise aussi ses troupes dans la rue, mais pour défendre la réforme à tout prix. Les drapeaux sont les mêmes, mais le message politique est très différent. Bonsoir, peuple d'Israël. À la tribune, le nouveau ministre des Finances, Bezalel Smotrich, harangue la foule. Aux dernières élections, le camp national l'a emporté. Nous poursuivrons ces réformes car c'est l'essence de la démocratie. Le peuple mérite une réforme judiciaire. Les partisans de Bezalel Smotrich sont essentiellement des colons religieux. Ils reprochent à la Cour suprême d'être un obstacle majeur à leur projet d'annexion des territoires occupés. La Cour suprême s'est arrogé le pouvoir pour elle-même, pour trancher des questions difficiles. Il est temps pour eux de comprendre qui dirige le monde et qui est la loi. Le peuple d'Israël est le peuple de la Torah. C'est une nation qui respecte la Torah. C'est un peuple qui honore le maître de l'univers. Bezalel Smotrich ressemble à son électorat messianique. Comme eux, il pense que la loi des hommes doit se soumettre à la loi religieuse. Comme eux, il défend l'entreprise de colonisation. La journaliste Ruth Margalit a enquêté pendant de longs mois sur le parcours de ce fils d'un rabbin orthodoxe qui a grandi dans les territoires occupés. Smotrich a grandi dans ces écoles talmudiques liées au mouvement des colons. Il était un étudiant brillant. Il est devenu un leader là-bas. Dans le passé, il a pris des positions radicales. Il revendiquait par exemple le refus de sa femme de partager une chambre avec une femme arabe à la maternité. Des points de vue très radicaux. Il a un plan qu'il appelle le plan décisif, comment vaincre les Palestiniens. Ce plan, il l'a rendu public en 2017 à coup de clip promotionnel, peu après être devenu député pour la première fois. קודם כל מכינים את הריבונות הישראלית המלאה על כל מרחבי יהודה ושומרון. אני רוצה להציע לערבים שנמצאים כאן 3 אפשרויות. הראשונה, לוותר על השאיפה הלאומית הפלסטינית, או במילים אחרות, על השאיפה שלהם להיפטר מהיהודים. נציע מודל תושבות ולא תהיה להם זכות הצבעה לכנסת. מי שממש יהיה קשה לו להשתחרר מהלאומיות הפלסטינית ומהרצון להרוג כל יהודי באשר הוא, יוכל לבחור באחת משתי האופציות הבאות. האחת היא להגר למדינה אחרת. המדינה אגב תעזור לו בזה. אני בעצמי נורא טוב באריזות של פורצלנים ונרגילות בפצפצים. אם צריך, אשמח להושיט יד. מי שלא רוצה לחיות חיי נוחות בשלום לצידנו, הם יוכלו לבחור להילחם ולהמשיך בדרך הטרור. אני בטוח שגם את אלה נביס. On l'a vu alors commencer à évoquer des réformes judiciaires qu'il jugeait indispensables en Israël. Bien avant que le gouvernement Netanyahou ne propose un projet de loi en ce sens. Il est l'un des initiateurs de ces idées. Bezalel Smotrich est l'héritier d'un mouvement nationaliste et religieux qui émerge en 1967, à l'issue de la guerre des 6 jours.
La victoire éclair contre les armées de 5 pays arabes permet à Israël de tripler sa superficie. L'armée israélienne ravit la péninsule du Sinaï et la bande de Gaza à l'Égypte, la Cisjordanie à la Jordanie et le plateau du Golan à la Syrie. Que faire de ces territoires, monnaie d'échange contre la paix ou conquête définitive, alors que les dirigeants travaillistes débattent encore de la suite à donner, un groupe de croyants envisage un autre projet. Pour eux, la victoire tient du miracle annonciateur. Avant 1967, il y avait déjà une division entre les maximalistes territoriaux et les plus modérés. Mais ce n'était pas un enjeu, parce qu'Israël ne contrôlait alors ni la Cisjordanie, ni la bande de Gaza. Après la guerre des 6 jours, c'est devenu un problème. Le mouvement fondateur a été initié par les adeptes du rabbin Tzvi Yehuda Kook, qui ont vu dans les événements une prophétie, une chance de mettre en action leur idéologie en s'installant en terre promise. En mai 1967, 2 semaines avant la guerre des 6 jours, le rabbin Tzvi Yehuda Kook prononce un discours qui, pour ses disciples, apparaîtra comme prémonitoire. J'y étais. Il a dit « L'ONU a divisé en 2 notre pays. Où est notre Hébron? Où est notre Naplouse? Sans ces villes, nous ne sommes pas vraiment établis sur la vraie terre d'Israël. » Et 2 semaines après qu'il a dit toutes ces choses, nous avons pu revenir à Hébron et à Naplouse. Nous étions tous exaltés. Ces paroles étaient littéralement prophétiques. Benny Katsover fut l'un des pionniers de ce mouvement religieux qui prendra le nom de Gush Emunim, le bloc de la foi. Il est aussi l'un des fondateurs d'Elon Moreh, une des premières colonies idéologiques, établie à 8 km de l'une des plus grandes villes de Cisjordanie, Naplouse. Le gouvernement ne voulait pas laisser un seul juif s'implanter ici. Nous sommes venus nous établir sans permission. Nous sommes revenus à la charge 8 fois en 2 ans, en 74 et 75. 7 fois, nous avons été évacués par la force. Après ça, le Premier ministre Yitzhak Rabin, lassé, s'est tourné vers son ministre Shimon Peres pour qu'il trouve un compromis. Il a autorisé notre implantation ici, à Elon Moreh. Ce fut la première brèche en Samarie, qui a ouvert la voie aux demi-millions de Juifs qui habitent aujourd'hui dans 300 colonies. Au fil des années, la Cisjordanie est grignotée. Aux 300 colonies s'ajoutent les zones confisquées par l'armée, les expropriations de terres agricoles, les routes et infrastructures, qui fragmentent et morcellent toujours davantage le territoire. Smotrich est très fidèle à cette idéologie. Il sait parfaitement comment parler aux différents publics qu'il essaye de servir. אני רוצה מדינה יהודית. שזה אומר מה? מדינה יהודית. זה נורא נורא מורכב. זו מדינה שמתנהגת לפי עולם הערכים של העם היהודי. הריבונות של ישראל מתחילה בים ונגמרת בנהר. בשלב הזה או שבעצם אנחנו גם יוצאים את עבר הירדן? בשלב הבא. בסדר, לאט לאט. כתוב בחז"ל שעתידה ישראל, עתידה ירושלים להתרחב עד דמשק. זאת אומרת, אנחנו... רק ירושלים, עד דמשק. Bezalel Smotrich a une vision maximaliste de la terre promise. Elle inclut les territoires palestiniens, mais aussi des territoires en Jordanie, en Syrie, au Liban, en Irak, en Égypte ou encore en Arabie Saoudite. Une vision certes radicale, mais admise dans le débat public en Israël. Itamar Ben-Gvir, au contraire, est issu d'un courant idéologique longtemps proscrit, loin du champ politique légitime. Le ministre de la Sécurité nationale a d'ailleurs été la cible préférée des milliers d'Israéliens progressistes qui manifestaient en 2023 contre la réforme judiciaire. Il est raciste. Il est le symbole de comment ce gouvernement est devenu extrême. C'est un extrémiste. Il est très radical. Il se dissimule désormais derrière un sourire, mais on sait d'où il vient. Si les Israéliens savent très bien d'où Itamar Ben-Gvir vient,
c'est parce qu'il est une figure de l'extrême droite depuis 30 ans. En 1993, le premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le dirigeant palestinien Yasser Arafat signent les accords d'Oslo. Pendant des mois, dans les rues, un climat de haine règne à l'égard du premier ministre israélien. Rabin subit des menaces au quotidien de la droite radicale qui s'oppose à cet accord historique, prélude à un processus de création d'un État palestinien. C'est dans ce contexte qu'Itamar Ben-Gvir s'illustre pour la première fois en 1995. Il a alors 19 ans. Un de ses complices s'est attaqué à la voiture officielle du Premier ministre en arrachant l'insigne Cadillac sur le capot. Il fanfaronne devant un journaliste. סמל הוא סמל, ומסמל שכמו שאנחנו הגענו לסמל הזה, אנחנו יכולים להגיע לרבין. כאשר ראש הממשלה עושה דברים כאלה חמורים, אני חושב שבהחלט אפשר לעשות מעשים חמורים נגדו. Quelques semaines plus tard, Yitzhak Rabin est assassiné, le 4 novembre 1995, par un militant de la droite radicale en pleine célébration publique. Itamar Ben-Gvir, le dirigeant de forces juives, vient des cercles kahanistes très extrémistes. Et le mouvement de Kahan n'a en fait qu'un seul vrai agenda, qui est le racisme contre les Arabes. Il croit dans le transfert des Arabes hors d'Israël, une expulsion de masse. C'est ce qui domine la pensée kahaniste. Si vous m'aviez demandé il y a encore 2 ou 3 ans qui était Ben-Gvir, je vous aurais dit, c'est l'un de ces fanatiques les plus violents, qui veulent expulser les Palestiniens et les tuer. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'un criminel qui a été condamné pour terrorisme deviendrait le ministre en charge de combattre le terrorisme. Si Itamar Ben-Gvir a été condamné, c'est notamment pour avoir milité au sein d'un parti radical interdit par les autorités israéliennes, le CAR. Chaque année, ces anciens militants se réunissent pour honorer la mémoire et défendre l'héritage controversé du fondateur du mouvement, Meir Kahan, un rabbin d'origine américaine. Ancien porte-parole du mouvement, Itamar Ben-Gvir y a longtemps tenu tribune, comme ici en 2019. אני מתכבד להזמין את עורך הדין הלוחם והאהוב איתמר בן גביר. היום גם בליכוד מודים שהייתה טעות שהם ביקשו לפסול את הרב כהנא. Meir Kahan a fondé à la fin des années 60 à New York la Ligue de défense juive, une organisation qui prône l'usage de la violence pour lutter contre l'antisémitisme. Après avoir été arrêté par le FBI pour détention illégale d'armes, de munitions et d'explosifs, Meir Kahan s'exile en Israël en 1971. Il y fonde son parti politique, le CAR. En 1984, il est élu à la Knesset, le Parlement, où il porte sa principale revendication, l'expulsion de tous les citoyens arabes d'Israël. À chaque fois que Kahan montait pour parler à la tribune de la Knesset, le Premier ministre Yitzhak Shamir, figure de la droite, se levait et quittait la salle. Et certains membres de son parti le suivaient. Il ne voulait pas être témoin de ce phénomène, un raciste s'exprimant au cœur du Parlement. Il trouve des partisans dans les zones périphériques, parmi les nouveaux immigrants, ou dans les banlieues et les villes en développement, où il est devenu de plus en plus puissant avec le temps. Ses idées rappellent les idées de la droite populiste radicale en Europe, comme l'exclusion des minorités, ou la déportation des immigrants qui ne sont pas juifs. Je m'appelle Noam Federman, j'étais le porte-parole du parti CAR et de Meir Kahan. La démocratie telle qu'elle est pose problème. Que disait le rabbin Kahan? Il disait qu'ici nous avons un problème avec les Arabes. S'ils deviennent majoritaires, ils nous tueront. Nous devons nous défendre et la solution, c'est l'expulsion. Les Arabes ont 22 pays. Il faut qu'ils partent dans leur pays. En 1988, la Cour suprême israélienne fait interdire le parti CAR pour incitation au racisme. 2 ans plus tard,
Meir Kahane est tué à New York par un Égyptien naturalisé américain. Après son assassinat, j'ai continué à être le porte-parole du mouvement jusqu'à ce qu'il soit classé organisation terroriste. Vous voyez, je suis un terroriste. Ben Gvir n'a jamais rencontré Meir Kahane. C'est son plus grand regret. Il était trop jeune. Mais il a rejoint le mouvement juste après. Et il est devenu très proche de ceux qui étaient alors considérés comme les hommes de main de Kahane. Itamar Ben Gvir était un jeune garçon quand je l'ai rencontré pour la première fois. Je l'ai persuadé de rejoindre le mouvement CAR. Et il est devenu porte-parole parce que nous, les patrons, on était tous en prison. Et puis, il a été en charge des jeunes du mouvement. Petit à petit, il a pris de plus en plus de poids. Ensemble, ils faisaient beaucoup de bruit, beaucoup de manifestations. Il réunissait les adolescents une fois par semaine, parfois plus, pour toutes sortes d'activités. Il leur disait de faire des graffitis et du vandalisme. Le mouvement kahaniste a toujours été une structure d'accueil pour les jeunes désœuvrés, les exclus du système scolaire, en rupture avec la société. Ils voyaient en lui une figure d'autorité. Je dois dire qu'il nie aujourd'hui avoir mené ce genre d'activité, mais il a été inculpé pour avoir fait ce genre de choses. Itamar Ben Gvir a encadré pendant une quinzaine d'années les jeunes kahanistes. L'un d'entre eux est sorti du silence. Je m'appelle Gilad Sadeh. J'ai été élevé dans l'idéologie kahaniste à Kiryat Arba. J'étais très proche de Ben Gvir. Je le considérais comme mon grand frère. Fils adoptif d'un des bras droits de Meir Kahane, Gilad Sadeh a longtemps adhéré à ses idées radicales. Il a rompu avec cette idéologie et a trouvé refuge en Europe. Mais l'arrivée d'Itamar Ben Gvir au gouvernement l'a convaincu de prendre la parole pour alerter du danger qu'il représente selon lui. Quand j'étais gamin à l'école primaire, je distribuais clandestinement pour lui des prospectus d'incitation à la haine contre les Arabes, parce que la police n'allait pas contrôler un enfant. Ben Gvir a un caractère très intéressant. D'un côté, il est très gentil, très charmant, mais si vous avez des ennuis avec lui, il devient un tyran. Leur méthode pour promouvoir leur idéologie, c'est de faire le buzz. Et pour cela, ils ont besoin de pousser la provocation. Parfois, ils nous disaient « quelque chose s'est passé aujourd'hui, on a besoin d'action sur le terrain ». Par exemple, adolescent à 13, 14, 15 ans, j'allais la nuit vandaliser des voitures palestiniennes. On crevait les pneus, on cassait les vitres, puis quelqu'un d'autre, par exemple Ben Gvir, communiquait dessus dans les médias. C'était pendant la seconde intifada. J'aurais facilement pu me faire tirer dessus et me faire tuer. J'étais un enfant. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. C'était complètement fou. Un drame incarne cette fascination des kahanistes pour la violence. En février 1994, l'un des leurs, Baruch Goldstein, un médecin qui s'opposait à la signature des accords d'Oslo, se rend dans la mosquée du tombeau des patriarches à Hébron. Il tue froidement 29 Palestiniens en prière avant de se faire tuer. Pour la justice israélienne, Baruch Goldstein est un terroriste. Pour les kahanistes, qui honorent sa tombe chaque année, c'est un héros. Baruch Goldstein est devenu pour Ben Gvir une sorte de mentor, un héros. Il a accroché un portrait de Goldstein dans sa maison. Il se déguisait comme lui pour la fête de Purim. Il portait sa tenue. הגיבור שלי זה דוקטור גולדשטיין, ואני מחפש לדוקטור גולדשטיין, לגיבור שלי. Il scandait son nom dès qu'il le pouvait. Il a créé un camp d'été pour enfants appelé Baruch Hagever, Baruch un homme, un vrai.
ברוך הגבר, זה קייטנה שמי שבא לכאן אמור לצאת מהקייטנה הזאת גבר. אנחנו באים בקייטנה הזאת ומראים לממשלה, מראים לשמאל, שהנה, לא הצלחתם לשבור אותנו. Itamar Ben-Gvir a longtemps assumé sa fascination pour Baruch Goldstein. Le portrait du terroriste trônait encore dans son salon en 2019, alors qu'il était filmé pour un documentaire d'investigation israélien. Ce n'est qu'en 2021 qu'il concède de le faire disparaître, alors qu'il entame une stratégie de dédiabolisation pour entrer au Parlement. Il a beau avoir enlevé le portrait du mur de son salon et dit des choses comme « je ne suis plus sur cette ligne », il est très clair qu'il est toujours attaché à ses valeurs. Si l'événement fondateur de l'engagement militant d'Itamar Ben-Gvir est la signature des accords d'Oslo, un autre événement, une décennie plus tard, marque l'entrée en action de Bezalel Smotrich. En 2005, le Premier ministre Ariel Sharon, un faucon du Likoud, le parti de droite de gouvernement, décide unilatéralement le retrait de la bande de Gaza, occupée par Israël depuis 1967. 8000 Israéliens habitent alors dans 21 colonies à Gaza. L'armée est réquisitionnée pour les déloger. Une décision qui va heurter les nationalistes religieux, qui se sentent trahis par l'État d'Israël. Hi Hitler! Hi Sharon! Bezalel Smotrich, âgé alors de 24 ans, est interpellé avec 4 complices quelques jours avant les événements. Les services de renseignement intérieur, le Shin Bet, les soupçonnent de préparer une action violente. Je m'appelle Dvir Kariv. J'ai servi 23 ans au sein du Shin Bet. Ma mission était essentiellement de lutter contre les actions violentes des jeunes des colonies. En 2005, j'ai été l'un de ceux qui ont arrêté Bezalel Smotrich. Nous avons trouvé des jerrycans d'essence et d'huile brûlée. Beaucoup d'huile, beaucoup d'essence. Et aussi ce qu'on appelle des ninjas, des choses-trappes. Ce sont des clous en fer à double pointe qui, une fois jetés sur la route, crèvent les pneus des voitures. Nous l'avons confié aux enquêteurs, ils l'ont interrogé pendant 3 semaines. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà ce qu'il a dit. Il est resté comme ça. Silence total. Les 5 suspects sont restés muets pendant 3 semaines, puis ils sont rentrés chez eux. Pour qu'ils soient mis en accusation, il aurait fallu s'appuyer sur nos sources de renseignement. Mais en faisant ça, on grillait nos sources. Et pour nous, c'était inenvisageable. Cette arrestation, Bezalel Smotrich a toujours refusé d'en parler. Mais alors qu'il participe à une émission de télévision, en pleine contestation de la réforme judiciaire à l'été 2023, un journaliste lui pose la question. Moi, je connais la vérité. Je sais qu'on empêchait quelque chose de très gros. J'aurais préféré que nous réussissions à démontrer avec des preuves matérielles ce que Bezalel Smotrich s'apprêtait à commettre. Aujourd'hui, il ne serait sans doute ni député, ni ministre. Itamar Ben-Gvir, lui aussi, a lutté à sa façon contre le désengagement de Gaza. Il investit un hôtel abandonné avec une bande d'adolescents. Ils ont investi un endroit appelé le Palm Tree Hotel. Ils avaient emmené avec eux plusieurs adolescents. Dans les chambres, il y avait des bonbonnes de gaz. Ils préparaient la bataille pour ce lieu. Des gamins de 14, 15 et 16 ans qui auraient pu se faire tirer dessus par un sniper parce qu'ils effrayaient la police qui craignait qu'ils ne se fassent exploser. Finalement, ça ne s'est pas produit, parce que Ben-Gvir lui-même n'était plus là quand la police est arrivée. D'après nos renseignements, Smotrich était bien plus dangereux que Ben-Gvir. C'est-à-dire que les plans de Smotrich étaient bien plus dangereux et bien plus problématiques que les plans de Ben-Gvir. Le retrait de Gaza a profondément marqué cette génération de la droite radicale israélienne, pour qui toute concession territoriale est vécue comme une trahison. Un événement fondateur que Bezalel Smotrich évoque régulièrement dans ses meetings.
Quand j'étais adolescent, j'ai participé aux manifestations contre les accords d'Oslo. Et aussi quelques années plus tard contre la terrible expulsion de Gaza et du nord de la Samarie, mise en place par le gouvernement qui a déraciné des vies entières. Nous sommes nombreux à avoir éprouvé une peine profonde avec ce sentiment que le gouvernement nous a totalement ignorés. Le désengagement marque aussi le début de la droitisation du Likoud, le parti historique de la droite de gouvernement, dont Benyamin Netanyahou va reprendre les rênes pour le mener au pouvoir en 2009. Ce qui s'est passé, c'est que les plus responsables, les plus honnêtes, les plus modérés, les plus attachés aux droits de l'homme et aux droits civiques ont tous quitté le Likoud. Et le Likoud est resté avec tous les fascistes réactionnaires. Dans la foulée du désengagement de Gaza, la droite radicale va fonder de nombreuses organisations non gouvernementales qui défendent les intérêts des colons. Bezalel Smotrich, lui, s'attaque à la propriété foncière. Il fonde Regavim, une organisation pro-colon qui poursuit en justice des familles palestiniennes occupant des logements sans documents israéliens valides dans le but de les exproprier. Les méthodes employées sont parfois singulières. Michael Sfard a été victime de ces pratiques. Avocat de plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, il subit entre 2011 et 2013 une fuite de documents confidentiels qui se retrouvent publiés dans la presse de la droite radicale. Pendant 3 ans, des détectives privés ont mené des enquêtes sur mon cabinet pour trouver des informations compromettantes ou gênantes. L'organisation qui a financé ces 3 ans d'enquête privée, ce qui représente beaucoup d'argent, des centaines de milliers de shekels, c'est Regavim. C'était logique parce que s'il y a quelque chose que mon bureau fait et qui dérange la droite radicale, c'est notre action en faveur d'individus, de familles et de communautés palestiniennes. Itamar Ben-Gvir lui aussi va utiliser le droit. Il devient avocat en 2012. Il a commencé à défendre les figures du kahanisme, les colons très extrémistes, les jeunes des collines, ces jeunes colons qui habitent dans tous ces avant-postes autour des colonies et qui commettent de nombreuses activités illégales. En 2015, il défend notamment un jeune colon radical qui a assassiné une famille palestinienne dont un bébé en jetant un cocktail Molotov à l'intérieur de leur maison. Ben-Gvir et Smotrich sont tous les deux des juristes. Ils ont compris comment détourner l'esprit de la loi, comment détourner le principe d'égalité de tous devant la loi pour valider des actions odieuses. Ils en font un usage tyrannique. Une tyrannie, d'abord contre ceux qui n'ont pas de droits civiques dans les territoires occupés où la loi n'existe pas, mais aussi dans un second temps contre leurs opposants politiques. Au fil des ans, l'extrême droite distille dans l'espace public une parole raciste exacerbée contre les Arabes israéliens. Un discours qui finit par se propager à droite et au centre de l'échiquier politique. Je m'appelle Amal Orabi. Je suis palestinien, citoyen de l'État d'Israël. Je suis avocat et défenseur des droits de l'homme. Pour moi, c'était important de vous amener dans ce quartier qui représente l'histoire de la population palestinienne à Haïfa, mais aussi globalement en Israël. Ce quartier était un quartier palestinien où vivaient les Palestiniens fortunés de Haïfa avant la Nakba. La Nakba, le désastre en arabe. C'est ainsi que les Palestiniens nomment l'exode, conséquence de la création de l'État d'Israël. 150 000 Palestiniens restés sur place, eux, deviennent citoyens de l'État juif. Aujourd'hui, ils sont 2 millions à réclamer une égalité réelle, contestée par Itamar Ben-Gvir. Je veux une vraie démocratie qui garantit l'égalité pour tous, la souveraineté pour tous. Et je ne peux pas me taire
face à la discrimination systémique de l'État. L'extrême droite en Israël veut nous mener au point de non-retour où les Juifs et les Arabes s'entretuent dans les rues. Mais c'est une erreur de blâmer uniquement Ben Gvir. Les médias israéliens sont les premiers responsables. Ils ont fait de Ben Gvir une rockstar. Ben Gvir a eu porte ouverte tous les jours sur tous les plateaux de télévision. Il s'est invité dans le salon de chaque foyer israélien. Et ils ont fait l'impensable. Le laisser normaliser le racisme. Normaliser la suprématie juive. Ce fut un long processus de plusieurs années. Ça a commencé avec la loi État-nation, quand le gouvernement a promulgué une loi qui dit qu'Israël est l'État du peuple juif et seulement du peuple juif, sans définir les frontières du pays. La loi État-nation est votée en 2018. Elle proclame l'hébreu comme unique langue officielle, reléguant l'arabe, langue maternelle de 20% des citoyens, à un statut spécial inférieur. Elle revendique Jérusalem unifiée comme capitale exclusive du pays, y compris Jérusalem-Est, conquise en 1967. Enfin, elle confère aux seuls juifs le droit à l'autodétermination. ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. זוהי המדינה שלנו, זוהי השפה שלנו, זהו ההמנון שלנו וזהו הדגל שלנו. תחי מדינת ישראל. Cette réforme clivante sacralise l'idéologie de la droite nationaliste. Elle est accompagnée à la même époque de décisions dangereuses. En 2018, Benyamin Netanyahou autorise le Qatar à financer directement le Hamas, qui est au pouvoir à Gaza depuis 2007. Une stratégie de division pour affaiblir un peu plus l'autorité palestinienne au bénéfice du Hamas, pourtant classé terroriste par les États-Unis et l'Union européenne. Netanyahou est arrivé au stade où il leur payait une protection à travers les Qataris. Pendant des années, en moyenne $1,5 milliard de dollars, dont la moitié a été utilisée pour l'infrastructure militaire pour construire des tunnels. Selon lui, tous ceux qui voulaient éviter à tout prix la construction d'un État palestinien devaient soutenir sa position qui disait qu'il fallait payer le Hamas et le renforcer. Smotrich est l'un des principaux idéologues de ce concept qui dit que 2 États, c'est mal. En 2015, c'est lui qui a dit qu'il valait mieux le Hamas à Gaza plutôt que l'autorité palestinienne. באותו מגרש בינלאומי, במשחק הזה של הדה-לגיטימציה, ותחשבו על זה לרגע, הרשות הפלסטינית היא נטל וחמאס הוא נכס, הוא ארגון טרור, אף אחד לא יכיר בו, אף אחד לא ייתן לו מעמד ב-ICC, אף אחד לא ייתן לו להוביל החלטה במועצת הביטחון, ואז נצטרך וטו אמריקאי או לא נצטרך וטו אמריקאי. לך לא אכפת שחמאס ינהל, כלומר אם מעבירים את הכספים... אני רוצה שנחשוב רגע. On lui disait, comment c'est possible ? Ce sont nos ennemis. Avec l'autorité palestinienne, il y a des arrangements, il y a Oslo. Les services de sécurité travaillent ensemble. Sans cette collaboration sécuritaire, ça aurait été le chaos ici. À partir de ce moment-là, le système Netanyahou déraille. Le Premier ministre est poursuivi dans 3 affaires de corruption et d'abus de confiance. Les manifestations appelant à son départ se multiplient. Plusieurs partis de la droite et du centre refusent de rejoindre ces coalitions. Entre 2018 et 2021, 4 campagnes électorales s'enchaînent centrées autour d'une seule question, pour ou contre Bibi. Benyamin Netanyahou s'appuie sur des voix de la société civile et quelques médias partisans pour renforcer la polarisation autour des questions identitaires. Des voix comme celle de l'intellectuel Gadi Taoub, un historien proche de la droite nationaliste, très actif sur les réseaux sociaux. Si vous regardez ce qui se passe en Europe où s'affrontent les patriotes et les supporters de l'Union européenne, nous en avons notre propre version. Les nationalistes, patriotes, ce qui inclut tous les religieux, contre les progressistes extrémistes qui défendent la solution à un seul État, qui sont des agents de la globalisation. Vous voulez dire qu'ils ne sont pas patriotes ?
Oui. Au printemps 2021, Benyamin Netanyahou perd les élections. L'opposition négocie une nouvelle coalition qui inclut des partis de gauche, du centre et de droite, ainsi qu'un parti arabe pour la première fois de l'histoire du pays. Un attelage hétéroclite qui ne tient qu'à un seul siège au Parlement. Alors que les partis négocient l'accord de coalition en mai, des événements violents éclatent dans les villes mixtes d'Israël, où résident côte à côte juifs et arabes. En plein mois du Ramadan, les violences se propagent dans le pays. Comme ici, à Bat Yam, où un Palestinien se fait lyncher en direct à la télévision. Itamar Ben-Gvir, qui s'apprête à entrer au Parlement pour la première fois, souffle sur les braises. Il choisit pour ses déplacements le quartier explosif de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est. Depuis des années, ce secteur est l'objet d'une bataille judiciaire de la part de colons pour expulser plusieurs familles palestiniennes. זכויות אדם זה לא אנשים שזורקים אבנים ובקבוקי תבערה וממררים כאן את החיים של התושבים. אל תקראו לזה זכויות אדם. Et soudain, il y a Ben-Gvir, ce politicien qui représente l'anti-establishment. Il se met à parler de loi et d'ordre dans une veine très populiste. Il s'invite et il prononce un mot en hébreu, Meshilut, la gouvernance. Il affirme qu'il peut rétablir la sécurité en Israël en luttant contre les Palestiniens et contre les Arabes israéliens qui sont des citoyens de plein droit du pays. C'est comme ça qu'il a pu toucher le grand public. Ben-Gvir a compris que pour accéder au pouvoir, il devait dire « Ok, il ne faut pas tuer tous les Arabes, juste les terroristes. » Mais voilà qu'il traite Ahmed Tibi, un député du Parlement, de terroriste. מי אתה מחבל? אתה צריך להיות בכנסת בסוריה, לא כאן. לא כאן. אני מבקש להוריד אותו מיד מהל. לא יורד. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אתה מחבל, אתה לא תיתן לי לא לדבר. Ahmed Tibi n'a jamais été condamné pour une action terroriste, alors que Ben-Gvir lui-même a été condamné pour complicité avec une organisation terroriste. Donc en fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Que tous les Palestiniens sont des terroristes? Les outrances d'Itamar Ben-Gvir dans les rues en mai 2021 et au Parlement, Aymen Odeh, un député arabe israélien, les condamne. Le chef de la police de l'époque, qui est toujours l'actuel chef de la police sous les ordres de Ben-Gvir, a dit que celui qui a mis le feu dans le pays, c'est Ben-Gvir. Et Ben-Gvir, comme tout pyromane, a effectivement mis le feu au pays. Il a voulu en profiter. Mais je veux vous dire qui est le fautif principal. C'est Benyamin Netanyahou. C'est lui qui a introduit le discours violent dans la politique israélienne. Et ils sont tous les fils légitimes de cette approche de Benyamin Netanyahou. En à peine plus d'un an, Benyamin Netanyahou, devenu chef de l'opposition, parvient à faire tomber le gouvernement. Il lui reste à trouver des partenaires pour bâtir une nouvelle coalition. La folie du boycott absolu contre Netanyahou a laissé comme seule alternative au Likoud l'alliance avec les forces politiques les plus à droite.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que les ultra-orthodoxes et Ben Gvir ont compris qu'une telle coalition préserverait le caractère juif de l'État, contre ceux qui portent ici une version locale des idées mondialistes. Un État pour tous les citoyens, un État non national qui inclut tous les citoyens. Smotrich et Ben Gvir savaient que Netanyahou était l'homme le plus puissant d'Israël, le seul capable de réunir une coalition aussi puissante. Ils ne lui font pas nécessairement confiance. D'ailleurs, dans un enregistrement qui a fuité, Smotrich traite Netanyahou de menteur fils de menteur. חכה עוד שנה, ובואו, נתניהו גם הפיזיקה הביולוגית הסטייק שלה, לא יישאר כל הנצח, מתי שהוא יורשע בית משפט, אני יודע מה, בואו, קצת סבלנות בחיים. Donc ils ont ficelé un accord écrit. Et il était clair que tous les deux deviendraient des ministres importants du gouvernement. Comme quelqu'un me l'a dit, c'est comme si Netanyahou allait chevaucher ces deux tigres. Charge au plus médiatique des deux leaders d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, d'attirer les voix. Le 13 octobre 2022, par exemple, il surjoue la menace sécuritaire arme à la main à Sherjara, le quartier de Jérusalem-Est disputé entre colons et Palestiniens. איתמר, למה אתה שולף נשק? למה אתה שולף נשק? כי זרקו אבנים, אתה רואה מה קורה כאן? זורקים עלינו אבנים. יש לך פה הבטחה. כיוונו את זה אליך. חבר'ה, אם זורקים אבנים, תראו בהם. רק איתמר. Caméras et téléphones en embuscade assurent la viralité de la séquence sur les réseaux sociaux. La plupart des jeunes qui votent pour Ben Gvir aiment l'image de puissance qu'il dégage, le côté subversif et agressif. Ben Gvir montre aux gens qu'il est le shérif du quartier, qu'il n'a peur de rien. C'est un homme, un vrai, il saura maîtriser les Arabes. Un mois avant les élections, pendant que Netanyahou construisait cette coalition, les journalistes lui ont demandé « Est-ce que Ben Gvir va être ministre ?» Il a dit non, il ne le sera pas. Et pourtant, au soir des élections, le 1er novembre 2022, ce qui ne devait pas arriver se produit. La coalition de Benyamin Netanyahou remporte 64 mandats sur 120. La liste unie de Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir fait une percée historique avec 14 sièges. Tous deux savent que les portes des ministères leur sont désormais grandes ouvertes. Ce groupe a décidé d'éloigner Israël de sa vision démocratique et libérale pour aller vers une société religieuse, fermée, messianique, autocratique dans l'esprit d'Orban en Hongrie ou de Kaczynski qui dirigeait la Pologne. Pour son premier déplacement sur le terrain, le 3 janvier 2023, le nouveau ministre de la Sécurité nationale, en charge du maintien de l'ordre, choisit le lieu le plus sensible du pays à Jérusalem, l'esplanade des mosquées, que les Juifs appellent le mont du Temple. Il reproduit ainsi la provocation d'Ariel Sharon en 2000, qui avait engendré la seconde intifada. הר הבית פתוח לכולם, עולים כאן מוסלמים, נוצרים, וכן, גם יהודים, גם יהודים. בממשלה שאני חבר בה לא תהיה אפליה גזענית, ויהודים יעלו להר הבית. Troisième lieu saint de l'islam, c'est aussi le lieu le plus saint du judaïsme. Mais depuis la conquête du site en 1967 par Israël, un statu quo interdit aux Juifs d'y prier. Régulièrement, des messianistes proches d'Itamar Ben-Gvir défient ce compromis politico-religieux. Le ministre va réitérer cette provocation à 3 reprises en quelques mois. C'est un lieu sacré pour plusieurs religions. Et c'est pourquoi c'est de la dynamite. La montée sur le mont du Temple est un baromètre qui permet à Ben Gvir de contrôler la hauteur des flammes. C'est une action très provocante. Netanyahou ne peut pas le virer. Parce que si Netanyahou se séparait de Ben Gvir, alors son parti, Force juive, se retirerait de la coalition. Et cette coalition n'aurait plus la majorité. Donc la capacité du Premier ministre de donner des ordres à Ben Gvir est très limitée.
Dans ce contexte, les plus radicaux comprennent qu'ils ont le champ libre. Suite à l'assassinat de 2 jeunes Israéliens en Cisjordanie, 400 colons orchestrent une expédition punitive sur la ville palestinienne d'Ouara dans la nuit du 26 au 27 février. Ils mettent le feu à des dizaines d'habitations et s'attaquent physiquement à des habitants palestiniens. Bilan, 1 mort et des centaines de blessés. C'est une période de tourment. La colère monte, la rage explose et les gens passent à l'action. La question c'est pourquoi ça ne se calme pas? Ça dure plusieurs jours parce que Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir, Benyamin Netanyahou et tous les ministres n'osent pas qualifier cela de terrorisme. Si vous ne dites pas que c'est du terrorisme, vous dites aux jeunes colons radicaux, allez-y. Bezalel Smotrich a même dit que le terrorisme juif n'existait pas. Or ça existe. Invité d'une émission, Bezalel Smotrich apporte son soutien aux colons responsables du pogrom d'Ouara. למה עשית לייק לציוץ של פעיל ימין, דוידי בן ציון, שכתב בטוויטר אחרי הפיגוע הרצחני, את הכפר חווארה צריך למחוק היום? כי אני חושב שאת הכפר חווארה צריך למחוק. אני חושב שמדינת ישראל צריכה לעשות את זה. Quelques jours plus tard, à Paris, il va encore plus loin lors d'un événement privé. Ces propos provoquent l'indignation sur la scène internationale. These comments were irresponsible, they were repugnant, they were disgusting. On les regarde comme des politiciens qui s'adressent à une audience internationale. Mais non, ils construisent une base électorale et ils se fichent de ce que les gens pensent d'eux à Paris, à Londres ou Washington. Dans le pays, la contestation gronde. Elle se focalise sur la réforme judiciaire qui vise à réduire le pouvoir de la Cour suprême. Les dirigeants des start-up, les universitaires, les fonctionnaires, les services sécuritaires, mois après mois grossissent les rangs des cortèges dans la rue. Des milliers de réservistes annoncent même refuser de rejoindre leur unité si le gouvernement n'abandonne pas son projet. Aux États-Unis, on s'inquiète de la dérive du gouvernement. It cannot continue down this road, and I've sort of made that clear. Hopefully, the Prime Minister will act in a way that he's going to try to work out some genuine compromise, but that remains to be seen. Are you inviting the Prime Minister Netanyahu to the White House, sir? No, Coming to Washington? not in the near term. Au départ, Netanyahou explique aux Américains que tout est sous contrôle. Smotrich, Ben-Gvir, ce sont des jeunes, alors que lui, c'est un homme d'État. Il sait comment faire. Soudain, les Américains découvrent que ça n'est pas le cas. Soit il ne le veut pas, soit il n'y arrive plus. Et il n'a pas seulement perdu une invitation à la Maison-Blanche. Il a aussi perdu toute crédibilité en tant que dirigeant. Même si je ne suis pas certaine qu'il en avait encore. Israël a-t-il les moyens de passer outre la défiance des États-Unis, jusque-là soutien indéfectible? Quelques mois plus tard, une des plus grandes tragédies de l'histoire du pays va démontrer le contraire. Ce cri est celui de Maya Regev, 21 ans. Le 7 octobre, avec 2000 personnes, elle participe au festival Nova dans le sud du pays, à quelques kilomètres de la frontière avec Gaza. À l'aube, il se retrouve sous les balles de terroristes palestiniens. 3000 Gazaouis, sur instruction du Hamas, ont franchi le mur qui sépare l'enclave de Gaza d'Israël. Ils s'attaquent par surprise à toutes les localités avoisinantes, dont beaucoup de kibboutz. Près de 1200 personnes sont tuées, 240 sont prises en otage, dont Maya. Pendant des heures, les Israéliens du sud du pays sont livrés à eux-mêmes. Des femmes ont été violées,
des hommes tués, des bébés ont été tués devant leurs parents, des parents ont été tués devant leurs enfants et des gens ont été kidnappés. L'État s'est effondré. Les services publics ont failli. Les citoyens ont dû assumer toutes les fonctions que le gouvernement est censé assurer en situation d'urgence. Il y a eu un échec incroyable du système du renseignement, du système qui devait agir sur le terrain, l'opération militaire. On a mis plus d'une journée pour tout mettre en place, avant que l'armée commence à fonctionner. Quand Benyamin Netanyahou réagit enfin publiquement, c'est pour lancer la guerre contre le Hamas, sans un mot de compassion pour les victimes. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. Le pays, sonné, espère enterrer pour un temps les divisions des derniers mois pour mener une guerre perçue comme existentielle. Plusieurs partis d'opposition proposent de former un gouvernement d'union nationale à la condition du départ d'Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Netanyahou refuse. Seul le parti du centriste Benny Gantz, ancien chef d'état-major de l'armée, rejoint la coalition. Il y restera 8 mois avant de démissionner. Heureusement, Biden a compris tout de suite les enjeux. Il a annoncé directement qu'il allait nous envoyer des porte-avions. Il est venu aussi en Israël très vite, Biden, un geste incroyable. L'une des choses les plus importantes que Biden ait faites quand il est arrivé ici, alors que Bibi Netanyahou était confus, c'est de dire « Dante, ne tentez rien ». À l'Iran et aux Libanais, au Hezbollah, faites attention, je suis ici. Vous ne vous confrontez pas seulement à Israël, mais aussi à l'Amérique. Parce que dès le début commencent des tensions avec le Hezbollah. Il y a le risque d'une expansion de la guerre au nord, puis d'une guerre régionale. La réponse militaire de l'armée israélienne est massive et brutale. La population civile de Gaza est en première ligne. La guerre s'annonce longue et meurtrière. Des dizaines de milliers de morts, dont beaucoup de femmes et d'enfants. Des centaines de milliers de déplacés et des zones entières détruites. L'enclave est inaccessible aux médias internationaux. Des civils commencent à documenter le calvaire sur les réseaux sociaux, comme Bissan, une jeune vidéaste palestinienne. Tandis que les civils de Gaza affrontent une tragédie sans précédent, les Israéliens, eux, sont aux prises avec leur propre traumatisme. Cinq mois plus tard, l'unité nationale s'est fissurée en Israël. Chaque samedi soir, des dizaines de milliers d'Israéliens se réunissent devant le musée de Tel Aviv, rebaptisé Place des Otages. À ce moment-là, le Hamas détient toujours 133 captifs à Gaza. Des visages que les Israéliens ne veulent pas que le monde oublie. Des visages comme celui de Carmel Gat, enlevé au kibbutz Be'eri le 7 octobre. Je m'appelle Gil Dickman et je suis le cousin de Carmel Gat, otage à Gaza. Le 7 octobre à 10h30 du matin, les terroristes sont entrés par effraction dans la maison de mon oncle et de ma tante au kibbutz Be'eri. La première à les voir a été Kinneret, ma tante, qui a été tuée. Elle a vu les terroristes entrer dans le salon et elle a fait signe à mon oncle qu'ils arrivaient. Mon oncle s'est réfugié dans la salle de bain de la chambre. Par la fenêtre, il a pu voir comment elle kidnappait sa fille, Carmel. C'est la dernière fois que nous l'avons vue. C'est en fait la dernière chose que nous savons avec certitude. L'unité des premiers jours a laissé place à une grande colère portée par les familles des otages.
ואני עומדת פה כדי להשמיע קול זעקה עבור אלה שקולם אינו נשמע כבר 141 יום. כדי להבהיר למקבלי ההחלטות שאזרחי ישראל מסרבים לנרמל את המצב שבו אחינו ואחיותינו חטופים בעזה. Les premiers jours, le Premier ministre parle, le ministre de la Défense parle, et il déclare qu'il y a 5 objectifs pour la guerre. Aucun d'eux n'est la libération des otages. Bezalel Smotrich, ministre des Finances, mais aussi ministre délégué à la Défense, parle le 7 octobre au soir dans un conseil d'urgence politico-sécuritaire. Si vous voulez tirer, tirez. Nous devons entrer en force dans Gaza sans trop penser aux otages. La question des otages n'était pas prioritaire pour l'État d'Israël. Il se peut même qu'ils aient simplement envisagé d'y renoncer. Le Forum des familles d'otages investit rapidement tous les lieux de pouvoir, à commencer par le Parlement. Et c'est ici que Gil Dickman est confronté pour la première fois à Itamar Ben-Gvir. Le 23 janvier 2024, son parti réunit une commission pour discuter un projet de loi instaurant la peine de mort pour les terroristes palestiniens. Quelques minutes avant que la discussion commence, j'ai croisé Ben-Gvir par hasard. J'ai tenu cette pancarte avec la photo de Carmel. Je lui ai dit « Itamar, ma cousine est otage en ce moment. La discussion que vous organisez va mettre sa vie en danger. S'il vous plaît, pas maintenant. » Et il m'a caressé la joue comme ça, et il m'a dit « Je vais le faire quand même. » לא עכשיו, לא כשהחיים של היקירים שלנו, לא כשהחיים של היקירים שלנו על הכף, לא כשהחרב על הצוואר שלהם. אני חושב שעונש מוות מחויב כדי שלא יחזרו עוד אירועים. האם עכשיו זה הזמן? החוק הזה קרקס, זה קרקס על הדם, על הדם של החטופים, זה קרקס על הדם של אנשי משפחה שלנו ושל בדודה שלי. כל כך הרבה כבר מתו במשמרת שלכם, כל כך הרבה. עונש מוות מחויב המציאות. זה מוסרי, זה הלכתי, זה נכון. לא עכשיו. עכשיו להחזיר את החטופים הביתה. תודה. תודה גיל. בבקשה ירדן. Alors que la discussion se termine, Itamar Ben-Gvir se lève, marche vers moi et me serre dans ses bras. Je lui ai tout de suite dit de ne pas me serrer dans ses bras. Et il m'a serré plus fort. Il m'a embrassé sur la tête. Il m'a dit « Je t'aime ». Les extrémistes exploitent cyniquement les familles d'otages pour que le chaos s'étende et dans le but d'en tirer un profit politique. Itamar Ben-Gvir joue sur la peur légitime des Israéliens. Il en profite pour faire avancer une promesse de campagne, augmenter massivement l'armement des civils. Il allège les critères d'attribution de port d'armes. Il lance une campagne de distribution massive. כשהתחלתי לדבר על נשק, אמרו לי מה הוא מציף את הרחוב בנשק, אנחנו לא מבינים, והיום כולם מבינים כמה הנשק הזה מציל חיים. À qui distribue-t-il des armes? À ses partisans, à des extrémistes. Ces armes provoqueront un désastre. Nous vivons à une époque où le populisme monte partout dans le monde. Un monde où il y a des gens comme Trump, Orban, Bolsonaro au Brésil, Modi en Inde. Chez nous, c'est Ben-Gvir. De son côté, Bezalel Smotrich, en charge de l'administration civile dans les territoires occupés, décide lui aussi d'avancer ses pions. Alors que tous les regards sont tournés vers Gaza, il annonce début 2024 la construction de 3500 nouveaux logements en Cisjordanie, la saisie de 800 hectares de terres palestiniennes par l'État et la reconnaissance de 68 nouvelles implantations illégales. Un record depuis 25 ans. אנחנו צריכים לחזק מאוד את ההתיישבות, אנחנו עושים את זה בבנייה, בהסדרה, בפיתוח, בכבישים, בתשתיות, בתקציבים, במרכיבי ביטחון. הביטחון בהתיישבות הוא הביטחון של מדינת ישראל. En d'autres termes, Smotrich est prêt à ce que la société israélienne vive des affrontements en permanence. Il pense qu'avec les Arabes, il n'y a qu'une seule manière de faire, mener une guerre constante. Dans ce climat,
Sur le terrain en Cisjordanie, les colons les plus radicaux se sentent libres d'agir en toute impunité, comme ce 13 octobre à Hatouani, au sud d'Hébron. Le Palestinien victime du tir sans sommation s'appelle Zakaria Al-Adra. Ce résident du village demandait aux 2 colons radicaux en civil, armés, et aux militaires qui les accompagnaient de partir. Il survivra à ses blessures. Depuis le début de la guerre jusqu'au 12 août 2024, l'ONU a recensé en Cisjordanie 1250 attaques de colons et comptabilise par ailleurs la mort de 609 Palestiniens, dont 146 enfants. Les Américains décident d'envoyer un message clair, suivi par la France, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ils imposent des sanctions contre des colons radicaux, parmi lesquels des proches d'Itamar Ben-Gvir. Les gens qui ont été sanctionnés ne sont pas les plus radicaux. Je pense que c'est un avertissement. Commencez à vous occuper de ce phénomène, sinon nous vous donnerons un carton rouge. Un carton rouge pourrait être par exemple une sanction contre Itamar Ben-Gvir ou Bezalel Smotrich. Le carton rouge prend la forme d'un changement de ton du plus grand soutien d'Israël, le président américain, le 8 mars 2024, lors du discours annuel de l'État de l'Union devant le Congrès américain. Israel has a right to go after Hamas. Israel also has a fundamental responsibility, though, to protect innocent civilians in Gaza. More than 30,000 Palestinians have been killed, most of whom are not Hamas. As we look to the future, the only real solution to the situation is a two-state solution over time. Joe Biden est alors encore engagé dans une campagne électorale face à Donald Trump, avant de céder sa place en juillet à Kamala Harris. Il négocie aussi depuis de longs mois un accord de normalisation avec l'Arabie saoudite. La réticence de Benyamin Netanyahou à négocier la fin de la guerre et à mettre fin aux violences débridées des partisans de Smotrich et Ben-Gvir entrave ses projets. En quelques semaines, nous perdons le soutien des opinions publiques en Occident. Quelques semaines plus tard, nous perdons le soutien des gouvernements libéraux. Et 2 mois plus tard, nous perdons aussi les États-Unis. Nous savions que ça arriverait. Netanyahou l'a volontairement ignoré. Israël avait l'impératif de mener une opération à Gaza. Mais nous devons maintenir une position morale supérieure qui démontre au monde que nous sommes dans notre bon droit, même si nous devons agir avec dureté. C'est pourquoi aujourd'hui, nous faisons face à un choix binaire. Il faut choisir. Nous disons oui à Ben-Gvir et Smotrich, et non à Biden, et contre un accord avec les Saoudiens. Ou nous disons l'inverse, un grand non à Ben-Gvir et Smotrich. Dans ce choix, nous sommes obligés de choisir Biden. Nous aurions dû faire ce choix dès la première semaine. L'influence d'Itamar Ben-Gvir et de Bezalel Smotrich sur la politique nationale et internationale d'Israël n'est pas un accident. Elle est le résultat d'une dérive radicale continue, dont Benyamin Netanyahou fut l'initiateur. Pour eux, qu'importe l'avis de la Cour internationale de justice, déclarant illégale la présence d'Israël dans les territoires occupés, ou le danger d'une extension du conflit à un affrontement direct avec l'Iran. Malgré la guerre, malgré la peur, les progressistes israéliens sont retournés dans la rue pour s'opposer au gouvernement et réclamer une stratégie d'après-guerre, la libération des otages et la démission du Premier ministre. Pourtant, rares sont ceux à estimer que cette guerre va trop loin. Iront-ils jusqu'à appeler à la fin de l'occupation et à une paix juste avec les Palestiniens? Seule certitude pour les progressistes, les 2 mauvais génies de la droite radicale israélienne et leurs partisans feront tout ce qui est en leur pouvoir pour s'y opposer.